Nous savons que manger trop de viande est malsain, que les fermes industrielles nous servent des animaux malades et maltraités, qu'elles détruisent l'environnement et que l'élevage artisanal risque de disparaître. Ces informations ont déjà poussé 40% des Suisses à diminuer leur consommation de viande. Les jeunes sont de plus en plus nombreux à faire le choix d'une alimentation végétarienne, ce qui inquiète parfois leurs parents. Ils se demandent si c'est grave de se passer de viande quand on est encore en pleine croissance. Il faut dire que les régimes ne sont jamais anodins. Le contrôle alimentaire peut déraper, devenir obsessionnel. Des études scientifiques menées dès la fin de la Seconde Guerre mondiale ont montré les effets sur le psychisme de la restriction calorique. Un reportage d'Alain Orange et Ventura Samara. Tout commence en 1944, lorsque les Américains s'intéressent à la prise en charge des populations européennes souffrant de dénutrition et des survivants des camps allemands. Hans Selkis est enseignant à l'université du Minnesota. Il sélectionne 36 objecteurs de conscience, de jeunes hommes en bonne santé physique et psychique. Il les soumet pendant 6 mois à un régime de dénutrition correspondant à celui des Européens victimes de disette. De manière surprenante, ces jeunes gens développent des comportements rappelant ceux des anorexiques, ainsi que des dépressions, de l'anxiété et une tendance à l'isolement. On a transformé des sujets en bonne santé en véritables malades mentaux. À la fin, certains d'entre eux ont dû être hospitalisés en psychiatrie, d'autres sont sortis de l'étude après des passages à l'acte dramatiques. Et le bouleversement psychique qui a accompagné cette simple restriction alimentaire nous a éclairé sur le fait que ce n'est pas la maladie mentale qui conduit à un trouble alimentaire, mais c'est bien la restriction qui conduit à la maladie mentale. Donc il y a un fait qui est à prendre en compte aujourd'hui, c'est qu'engager un régime, de quelque nature qu'elle soit, peut entraîner des changements profonds sur son fonctionnement personnel, intime, psychologique. Or, depuis les années 50, différentes modes de régime alimentaire se sont développées dans les sociétés occidentales. Car pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la nourriture est devenue surabondante en permanence. L'industrie agroalimentaire s'est mise à produire en masse des aliments autrefois réservés aux riches, comme la viande. En réaction, il existe aujourd'hui une très grande variété de pratiques alimentaires. Je mange au gré de ce que je rencontre dans les rayons et qui me fait envie. Mais je n'hésite pas à manger de la charcuterie, même si on considère que c'est peut-être un peu gras et salé. Mais aussi quelques légumes, par principe, c'est pas, ou par habitude ou par tradition. Mes protéines sont des œufs aussi bien que de la viande ou du poisson. Son régime à lui est omnivore. C'est le plus simple, puisqu'il consiste à manger de tout. Certains omnivores choisissent de limiter leur consommation de viande ou de poisson, par exemple à 1 ou 2 fois par semaine. Ce sont les flexitariens. J'aime beaucoup les lasagnes. Végétarienne? Végétarienne. Il y a des lasagnes qui sont très bonnes, même sans viande. L'ovo-lacto-végétarien, souvent appelé tout simplement végétarien, mange des produits d'origine animale comme le lait, le fromage et les œufs. Mais il bannit la viande et le poisson. On nous dit depuis notre plus tendre enfance que si on veut du calcium, il faut qu'on boive du lait. Si on veut des protéines, il faut qu'on mange de la viande. Si on veut du fer, il faut qu'on mange du bœuf, du foie de veau, tout ça. Enfin, comme si on trouvait tout que dans la viande. Et si on dit aux gens qu'on est végétarien, les gens, c'est devenu assez courant, du coup, ils font pas trop la remarque. Mais alors, végétalien, à en croire les dires des gens, je vais mourir demain, quoi. Les végétaliens sont les plus restrictifs. Ils renoncent à tous les produits d'origine animale, même le miel, pour se nourrir exclusivement de végétaux. Y a-t-il une guerre entre les légumes et la viande? Quelle est l'influence d'un régime alimentaire restrictif sur notre physiologie? On commence à le mesurer par exemple chez des personnes particulièrement fragiles. La professeure Berger est spécialiste en nutrition clinique au CHUV. Elle mène des recherches de pointe sur les besoins nutritionnels des patients en soins intensifs. On définit exactement la dépense d'énergie d'un malade grâce à une méthode appelée la calorimétrie indirecte. Puis, on ajuste son alimentation au plus près pour couvrir exactement ses besoins énergétiques, ni plus, ni moins. Le manque ou le surplus d'énergie sont tous les deux délétères pour ces patients de soins intensifs.
Les deux, l'excès et l'insuffisance, vont fragiliser les défenses immunitaires et provoquer une augmentation des infections. Mais non seulement on aura des infections, on aura aussi des perturbations organiques. Par exemple, l'excès ou le manque d'apport énergétique peuvent tous les deux déclencher une insuffisance respiratoire. Le même principe est valable pour l'apport en protéines. Il faut fournir la dose exacte nécessaire. Car les protéines contiennent des acides aminés, essentiels à la fabrication de nos muscles. Trop peu fait perte de force, parce qu'en fait, le malade agressé, le malade de soins intensifs, il prend dans ses muscles les acides aminés qu'il faut pour refaire des synthèses. Donc il va s'auto-cannibaliser s'il ne reçoit pas assez. S'il en reçoit trop, il va produire de l'urée, il va s'acidifier, et cela ne va pas être favorable à son organisme. Le sujet sain a une tolérance à des variations par rapport à ses besoins plus élevées. Néanmoins, dès que l'on s'installe dans quelque chose qui est chronique, avec ou bien beaucoup trop, ou bien pas assez, soit de protéines, soit d'énergie, eh bien, nous développerons les mêmes phénomènes que l'on observe chez nos patients. Pour comprendre comment les protéines sont assimilées, suivons le parcours de cette bouchée de brocoli, un légume riche en protéines. Elle arrive tout d'abord dans l'estomac, où elle est écrasée, malaxée et imbibée de suc gastrique pendant plusieurs heures. C'est là que le découpage des chaînes de protéines commence. Une fois réduit en bouillie, notre brocoli passe dans l'intestin grêle, un tube de 6 mètres de long, où il continue à se mélanger au suc gastrique et à la bile, qui le décompose en une multitude de nutriments. Parmi eux, les protéines achèvent d'être découpées et réduites à leurs éléments de base, les acides aminés. Ils entrent en contact avec les villosités, ces gros plis de la paroi intestinale qui permettent leur absorption dans le sang. Les acides aminés passent ensuite dans les cellules qui les recombinent suivant un schéma dicté par l'ADN pour fabriquer les protéines nécessaires à notre organisme. Si un acide aminé manque, la protéine sera incomplète et ne pourra pas fonctionner normalement. Il existe 9 acides aminés dits essentiels, car notre corps ne sait pas les synthétiser. Ils sont tous présents dans la viande. On les trouve aussi dans les végétaux, à condition d'en faire des combinaisons. Sauf que pour que cette protéine soit cassée en petites molécules et en acides aminés, il faut l'avoir aussi absorbée. Et puis il faut une certaine quantité. Donc c'est toute la biochimie qui n'est pas la même entre une protéine animale et une protéine végétale. Donc il y a tout un processus de transformation qui n'est pas le même en fonction de la source de la protéine. Les végétaux contiennent aussi beaucoup de fibres qui ralentissent la digestion et peuvent diminuer l'absorption des protéines. En théorie, tout est là dans les protéines végétales, mais en pratique, en termes de quantité, en termes d'absorption, c'est beaucoup plus difficile de couvrir ses besoins en acides aminés essentiels en ne mangeant que des protéines végétales qu'en mangeant des protéines animales et des protéines végétales. Certaines personnes renoncent aux protéines animales en raison des nombreux scandales liés à la viande. Porc et poulet à la dioxine, veau aux hormones et tout récemment, les lasagnes à la viande de cheval qui ont révélé des conditions d'élevage scandaleuses. Dans les années 90, la crise de la vache folle a traumatisé l'opinion. D'abord, ça m'a interpellée. J'étais vraiment très étonnée de ce qui ressortait au travers des médias. Et je me suis dit, on ne sait pas forcément tout non plus. Donc, et c'est suite à ça, je me suis dit, mais si on ne nous dit pas tout, pour finir, moi, ce qui est important pour moi, c'est savoir ce que je mange. Donc, avec cette méfiance qu'il y avait, j'ai choisi vraiment de changer cette alimentation. Déborah Bellois est donc devenue végétarienne il y a 20 ans. Depuis, elle a fondé une famille. Son mari et ses 3 enfants sont eux aussi végétariens. Être végétarien, ça ne veut pas dire juste enlever la viande. C'est vraiment faire une alimentation qui est différente. Et pouvoir vraiment amener toutes ces protéines qu'on est censé prendre au travers de la viande, de pouvoir les avoir autrement. Par exemple, en combinant des légumineuses, comme les lentilles ou les pois chiches,
avec des céréales comme le riz ou le millet. La famille consomme aussi des protéines animales grâce aux œufs et aux produits laitiers. Maintenant, j'ai pas une tabelle que je regarde, que je check comme ça. Si un jour où il n'y a pas un truc ou l'autre, je vais pas me prendre la tête non plus. Hein. C'est pas... Sinon, ce serait pas drôle. Cuisiner, c'est pas forcément ce que j'aime le plus. Donc, j'essaye de faire des repas qui soient simples. Mais bon. Un régime lacto-ovo-végétarien sensé ne posera pas de problème à aucun type de population s'il respecte la quantité adéquate dans chacun des nutriments dont il a besoin, c'est-à-dire au niveau œufs, produits laitiers, fruits, légumes, matières grasses. C'est une alimentation qui correspond à notre physiologie et à nos besoins. Un végétarien doit réfléchir à ce qu'il mange. Mais aujourd'hui, nous le faisons presque tous sans forcément nous en rendre compte. Nous avons appris à nous méfier de la nourriture industrielle, pleine d'additifs, trop grasse et trop sucrée. Nous sélectionnons nos aliments en nous efforçant de manger juste. C'est ce que l'on appelle l'orthorexie. On est tous informés, on est tous alertés. C'est pas très bon pour le cœur, ça peut faire prendre du poids. De toute façon, c'est socialement relativement décrié. Donc, on a tous une petite note orthorexique, une petite musique orthorexique dans la tête. Par contre, tout est une question de degré. L'orthorexie n'est pas une maladie en soi, c'est juste une manière de penser ou de se mettre en rapport avec la nourriture. Dès lors qu'on réfléchit plus à sa nourriture et qu'on opère des sélections, il y a des classes entières de nutriments qui sont tenus à l'écart dans ce type de régime, on est en danger et d'obsessionnaliser son rapport à la nourriture et de se carencer peu ou prou. Mes parents, qui étaient très jeunes, ont décidé de nous éduquer dès notre naissance comme des végétariens. Ils ont lu un livre et ils ont décidé que c'était la meilleure manière de s'alimenter. Mes parents avaient une règle. On ne pouvait manger des œufs qu'une seule fois par semaine. En général, c'était seulement le dimanche. Au Mexique, les règles étaient strictes pour prévenir un excès de cholestérol. Lorsque Madame Porcher arrive en Suisse, il y a 13 ans, elle découvre des habitudes bien différentes. Mon époux et ses fils avaient l'habitude de manger un peu de viande. Par contre, ils mangeaient beaucoup de yogourt, de fromage et de lait. Ils buvaient des litres de lait en quantité exorbitante. Et en arrivant ici, en Suisse, j'ai pris l'habitude de manger du fromage avec la raclette, la fondue et tout ça. Et peu à peu, je me suis rendu compte que ce n'était pas très sain. Suite à des allergies, elle a arrêté tous les produits laitiers il y a 4 ans. Elle les remplace par du lait de soja fait maison. Pour mon mari, ça a été plus difficile parce qu'il a grandi avec ça. Il fabriquait du fromage et il gardait les vaches. Pour lui, c'était quelque chose de normal et de naturel. Il y a 2 ans, le médecin de Madame Porcher lui a diagnostiqué une carence en fer. Rien que de monter la rue qui était juste à côté, ça me fatiguait. Je n'arrivais plus à respirer, je me forçais, mais je me demandais pourquoi je me sentais si mal. Les médecins ne connaissent pas la cause de cette carence en fer, qui ne provient pas forcément d'un régime sans viande. Je me rappelle que quand j'ai reçu mes premières injections de fer, j'avais plus d'énergie. Je retrouvais le goût de marcher, de faire des efforts, d'aller faire des tours en montagne, tout ce genre d'exercice. Mais comme le fer a de nouveau baissé, je dois de nouveau beaucoup plus me motiver pour faire des exercices. Pour combler ces carences, une diététicienne lui conseille de consommer des protéines animales. Non, je ne crois pas que je peux accepter aussi facilement les protéines animales. Parce qu'il y a beaucoup d'études qui montrent qu'on peut suppléer aux carences avec d'autres produits plus naturels.
Le principe de base quand même de toutes ces conduites, c'est s'améliorer. S'améliorer physiquement, s'améliorer psychiquement, s'améliorer spirituellement. Ce que je pense de ma nourriture, ce que je pense de ce que ça me fait à l'intérieur, de comment ça me transforme, cette incorporation de la nourriture, peut avoir un effet quasi magique. Il y a beaucoup de croyances alimentaires autour de la viande qui rendraient fort et seraient garantes d'une bonne santé. La signification culturelle des aliments est très puissante. Dire non à un plat peut être interprété comme un refus des valeurs de la famille, un refus des valeurs de l'histoire et de la tradition d'un pays. C'est ce qui explique que changer son alimentation est extrêmement difficile. Mais c'est aussi une manière simple et efficace d'exprimer une opinion. Pas besoin de voter, de changer les lois ou de poser des bombes. Il suffit d'acheter moins, d'acheter mieux ou de cesser d'acheter des produits animaux. Une façon d'influencer le marché qui séduit de plus en plus de jeunes. Certains vont encore plus loin que le végétarisme, ce sont les végétaliens, voire même les véganes. Vegan est un terme et même un mouvement qui regroupe ceux qui éliminent absolument tout produit animal, y compris le cuir. Ils se nourrissent uniquement de végétaux. Contrairement au végétarisme, être végétalien peut poser des problèmes de santé et c'est un choix difficile tant les produits carnés se retrouvent partout. Nous avons rencontré 4 étudiants qui ont tenté l'expérience. C'est une bande de 4 amis en année de Mathieu à Genève. Ils sont tous omnivores, sauf Emma, qui est végétarienne. Paul, qu'est-ce que vous pensiez des végétariens comme Emma avant? Au début, disons que je me moquais un peu d'eux de manière assez facile. Et pourtant, en novembre dernier, ils se sont lancés un pari fou. Tenir tout un mois en mangeant strictement végétalien. On entend plein de gens qui ont fait des expériences aussi justement végétaliennes. Et c'est super à la mode, tout le monde en parle, tout le monde connaît et tout le monde sait ce que c'est. La viande, ça s'enlève vachement rapidement. C'est pour ça que le mois végétarien, ça aurait été trop simple. Le mois végétalien, au moins, on y va jusqu'au bout. On est vraiment fort. Mais les produits laitiers et l'œuf, en majorité l'œuf, ça devient très compliqué à enlever. Parce qu'on en trouve dans toutes les pâtisseries, dans tous les plats tout faits. La plupart du temps, il y a de l'œuf ou de la crème. Mais c'est clair que ça demande une certaine rigueur pour vérifier tout en permanence, pour savoir si on peut manger tel ou tel produit à midi ou le soir. Par exemple, à 10h, souvent, on a l'habitude d'aller acheter un truc à la cafétéria, un pain au chocolat, un croissant. Et puis là, on ne pouvait plus rien manger à la cafétéria. On avait juste une pomme. Il y avait juste la pomme qu'on pouvait prendre, en fait. Quand on te ramène nos propres plats végétaliens, ils se foutent complètement de notre gueule. Il n'y a rien à dire, on se fout complètement de notre gueule. Pour soutenir le moral des troupes, ils se réunissaient de temps en temps autour d'un bon petit plat végétalien. Par exemple, des burritos sans viande. Ça, c'était avant Noël. Depuis, les choses ont repris leur cours. Ah ouais, j'ai pas du tout aucun regret d'avoir repris la consommation de viande et de lait. Alors ça, j'étais hyper content de pouvoir manger normalement. Ils sont tous redevenus omnivores, quitte à diminuer leur consommation de viande. Sauf, bien sûr, la végétarienne, Emma. J'espère qu'un jour j'arriverai à enlever tout produit laitier et autres animaux. Pourquoi ? Pour tout ce qui est de l'exploitation des animaux, surtout dans l'élevage industriel. En un mois de végétalisme, aucun de ces ados n'a remarqué de conséquences physiologiques. Sauf le sportif de la bande, un jour où il faisait le tour du Léman à vélo. Il est raté. Il est juste raté, arrête. Là, je suis presque tombé dans les pommes. Je commençais à trembler énormément. Donc là, j'ai dû manger du sucre, quoi que ce soit. Mais ça, j'aurais pas pu être dans cet état-là si j'avais pas été sous ce régime-là, en fait. Tu vas revenir dans l'huile. Un régime végétalien ne s'improvise donc pas. Pour tenir sur la durée, il faut être sérieusement motivé. Marine, 25 ans, a franchi le pas il y a une année. De l'alcool de ton choix. J'ai eu cette espèce de prise de conscience et j'ai arrêté complètement volaille, poisson et viande rouge que je mangeais plus que très peu. Prise de conscience, c'est-à-dire ? J'ai
soudain vu des images qui m'ont choquée. Je me suis dit que j'avais plus du tout envie de payer tout ça. J'ai eu cette espèce de grosse claque dans ma figure où je me suis dit faut que j'arrête la viande, je peux plus payer. Sur le moment même, j'ai dit je veux plus payer pour ça. Mais c'est clairement l'élevage industriel que je ne veux plus cautionner. Pour aller au bout de ses convictions, Marine a aussi renoncé aux œufs et aux produits laitiers. Elle assure son apport en protéines en combinant chaque jour 1/3 de légumineuses et 2/3 de céréales, plus une bonne dose de légumes. Ouais, on est obligé de se renseigner, on peut pas juste du jour au lendemain dire je vais manger du tofu et des pâtes. Enfin, il y a un moment où on sait qu'on a des besoins et on sait qu'il faut y réfléchir. Je pense qu'il faut être un peu conscient. Donc il y a des petits réflexes qu'on finit par prendre. Des réflexes comme par exemple ne jamais boire de thé ou de vin avec les repas, car ils inhibent l'absorption du fer. Et le problème des régimes extrêmes comme ceux des véganes, c'est que pour apporter une suffisance de protéines, il faut avoir d'excellentes connaissances dans le domaine de la nutrition que n'ont pas toujours les personnes qui se lancent dans ce genre de projet. Il est possible d'avoir une alimentation presque équilibrée à l'âge adulte. Pour les enfants, pour les périodes de croissance, pour les périodes de guérison, ces régimes-là auront de la peine à couvrir les besoins des patients. Le service de pédiatrie du CHUV prend en charge chaque année 3 ou 4 enfants végétaliens victimes de rachitisme, de déformation des jambes ou de la voûte crânienne, voire de perturbations hormonales. Par exemple, le cholestérol est nécessaire à tout ce qui est développement des hormones dites sexuelles, au sens large du terme. Si vous n'apportez pas de cholestérol dans l'alimentation, eh bien l'organisme ne saura pas avancer, ce seront des croissances retardées qui se feront. Un régime végétalien chez l'enfant est donc particulièrement délicat. Certains font le choix de l'assumer, comme Andonia Dimitrievitch avec son fils Diklan, 2 ans et demi. Moi, j'ai pas eu de carence, j'ai eu aucun problème pendant ma grossesse, ni après ma grossesse. Je me suis remise très très vite. Et du coup, par rapport à ça, on a évidemment envie de lui donner un bon mode d'alimentation, des bonnes bases. Alors donc du coup, il mange la même chose que nous et puis il n'y a jamais eu aucun souci. C'était le plus gros et le plus grand de la maternité quand il est sorti. Pour éviter les carences, Diklan est supplémenté en vitamine B12, une vitamine essentielle au fonctionnement du cerveau et qu'on ne trouve pas dans les végétaux. Pour les enfants à partir de 2 ans, c'est un demi-comprimé par jour qu'il aime bien prendre, donc ça pose aucun problème. C'est pour être sûr, en fait. Moi, j'ai pas envie, justement, par rapport à mon mode de vie, c'est quelque chose d'important aussi que les gens ils voient que tout se passe bien. Si tout à coup il y avait une carence et puis que le médecin vous disait alors là, il va falloir quand même assouplir son régime, lui donner de la protéine animale, comment vous réagiriez ? Il y a plein de protéines autres qu'animales à lui donner. Mais on trouve vraiment tout dans les végétaux, c'est ça ma réponse. Mais pas d'introduire des protéines animales. Il n'y a aucune raison de le faire. Isaline Duns a été victime d'un grave accident, sans doute dû à son importante carence en fer. Elle a fait un malaise suivi d'une mauvaise chute qui a causé une hémorragie cérébrale. J'ai été boulimique à l'époque et forcément la boulimie ça touche aussi au problème des carences et c'est pour ça que je suis sensible au sujet des carences. Je mangeais beaucoup moins de viande que ma famille, je me nourrissais comme eux mais en mangeant moins de viande qu'eux. Donc c'est peut-être dû à ça. Après son accident, Isaline décide de modifier son alimentation pour devenir végétalienne. À cause de ses carences, une diététicienne lui déconseille ce régime. Mais elle en rencontre une autre qui, au contraire, l'encourage. Mes parents, quand je leur ai annoncé que je voulais manger vegan, c'est comme si j'entrais dans une secte. Pour eux, c'était « oulala, c'est pas normal de se nourrir comme ça ». Et cette dame, elle m'a expliqué que mes peurs par rapport aux carences n'étaient pas fondées pour ce régime. Et voilà. Alors, il y a les légumes, les fruits et les baies. Isaline a rencontré sa diététicienne végane à une conférence qui vantait les mérites de gélules renfermant des compléments alimentaires sous forme de poudre de fruits et de légumes séchés. Je prends 2 gélules de fruits, 2 gélules de légumes et 2 gélules de baies.
par jour. Et ça correspond à peu près à 1,5 kg de fruits et légumes. Avec ça, c'est sûr qu'il n'y a aucun souci de carence. Et puis, si on n'est pas sûr de notre manière de cuisiner, etc., c'est parfait pour s'adapter. Pour s'adapter à son nouveau régime végétalien, Isaline prend, en plus des gélules, des shakes de la même marque préparés avec du lait végétal. Des produits recommandés eux aussi lors des conférences marketing organisées par le fabricant. On nous parle beaucoup de qu'est-ce que ça peut apporter de bénéfique pour notre santé. Et puis, on nous explique leur fabrication, donc leur provenance, pour nous mettre en confiance avec le produit. Ça détoxifie le corps en même temps, d'apporter les nutriments dont on a besoin. Et c'est bon en plus. Donc ça remplace complètement un repas. Le complément alimentaire, pour moi, ne remplacera jamais une alimentation. L'aliment est quelque chose de magique qui est difficilement reproductible. Nos pilules n'arrivent pas à reproduire cette synergie entre tout ce qu'il peut y avoir dans une carotte ou dans des choses comme ça. Beaucoup de végétaliens sont véganes. Ils refusent tout produit d'origine animale, également dans les vêtements et les cosmétiques. Ce courant, récent chez nous, veut avant tout dénoncer l'exploitation industrielle des animaux. Malheureusement, quand une poule, elle pond, si c'est un poussin mâle, il n'est pas intéressant pour l'industrie des œufs. Donc il les broie tout simplement à la naissance. Les poussins mâles, nés de poules pondeuses, ne pourront pas finir dans nos assiettes. Car ces espèces ne sont pas des races à viande. Ils sont donc éliminés, souvent broyés vivants dans l'Union européenne. En Suisse, la loi impose une mort indolore par gazage. Bah, je veux pas te dire, mais Junior, là, il a faim. Au top. Certains végétaliens se distancient du militantisme vegan. Regarde, il y a de la tomate, c'est trop bon. Marine cohabite sans problème avec 3 omnivores. Ah oui. C'est toujours un sujet qui est sensible chez moi, mais je peux pas comprendre qu'on soit tellement agressif. On peut pas agresser les autres sur ce qu'ils achètent, quoi. Préparer du poulet comme ça à côté d'une végétalienne, elle accepte bien. Elle a pas l'air de le prendre trop mal pour l'instant, mais pour l'instant. Ce qui se passe, c'est que j'ai déjà vomi. Oh, ça va, ça va. Non, habituellement, elle nous embête pas trop par rapport à ça, ou en tout cas, ça lui pose pas trop de problèmes. De toute façon, j'envoie le truc direct. Tu vois, vachement moins compliqué quand même. Et vous arrivez à les convertir au végétalisme de temps en temps? Ah, ils ont trop la flemme pour faire à manger tous les jours, concrètement. Du coup, oui. Une fois tous les 6 mois. C'est pas beaucoup quand même. Non, c'est pas énorme. Mais bon, après, ils se laissent tenter de temps en temps. Voilà. Elle va pas nous attaquer sur le fait qu'on mange de la viande et nous, on respecte tout à fait le fait qu'elle en mange pas, quoi. Enfin, on discute, mais toujours dans le respect, et ça, c'est vraiment cool. Tant qu'elle fait à manger, nous, ça nous pose pas problème. Oui, c'est vrai. Elle utilise des épices aussi qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, donc du coup, ça change beaucoup. Les véganes les plus qui prêchent le véganisme à mort, ils hésitent encore à savoir s'ils peuvent. Je sais pas pour toi, mais les crustacés et les fruits de mer. Moi, je disais surtout que personne n'avait réussi à se mettre d'accord sur le sujet. Enfin, personne. Après, on parle de conscience, on parle de système nerveux, Après, on parle aussi de comment tu te sens par rapport à toi-même en mangeant ça, je pense. Je trouve ça... Moi, je me sens pas bien, j'ai envie de mourir. Mais du coup, manger des moules, ça m'attire pas beaucoup plus, quoi. Pour Marine, ce soir-là, ce sera risotto végétalien au poireau. Et pour les 3 omnivores, leur spécialité étudiante, un spoff, des spaghettis au poulet, à l'œuf et au fromage. Tiens, tu veux un peu de viande? Inconvertibles, ces garçons.
Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'un aliment n'est pas simplement une protéine, un hydrate de carbone ou un corps gras. Un aliment, c'est une matrice qui contient des micronutriments précieux. Il faudrait manger des kilos de fenouil industriel pour obtenir la même quantité de micronutriments que dans quelques centaines de grammes de fenouil sauvage. La viande et le lait d'un animal qui a brouté des prairies d'alpage variées n'a rien à voir avec ceux d'un animal élevé au maïs, au soja et qui n'est jamais sorti. De la même manière, la chair d'un poisson qui a parcouru des kilomètres dans l'océan glacé est incomparable avec celle du même poisson coincé dans une pisciculture, nourri aux farines industrielles et aux antibiotiques. Favoriser les bons aliments demande donc des efforts, mais c'est de cette manière que l'on prend soin de soi et de la planète.